Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 129e pôle Info Santé. J'aime bien le dire à chaque fois parce que c'est quand même impressionnant. Ça existe depuis 1993, ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui est co-organisé par le CHU et par l'Espace Mendès France, qui a vocation vraiment à mettre en relation le grand public avec des experts, des médecins, des professeurs du CHU sur des questions médicales. Et ces rendez-vous sont toujours très très intéressants. Le masque est gênant, il descend, mais je vais le garder quand même. Moi, je suis... Ouais. Bon, par solidarité, je vais le garder. Donc moi, je suis Romain Mudrac, je suis médiateur dans cette soirée. Je vais présenter les experts qui sont là et poser quelques questions, prendre les vôtres aussi, si vous n'osez pas les poser vous-même, si vous avez des petits papiers justement sur vos sièges pour noter vos questions que je poserai à votre place. Le thème du jour, eh bien, c'est l'usage des technologies et de la biomécanique en particulier pour réparer les corps. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons des experts. Nous avons Jean-Pierre Faure, qui est chirurgien viscéral, directeur de l'école de chirurgie, au fond, là-bas, et qui parlera tout à l'heure de l'activité du laboratoire d'anatomie, notamment, de biomécanique et de simulation, l'ABS Lab. Il parlera de dons du corps, à la science et à la formation. Tanguy Vendeuvre, voilà, du service d'orthopédie traumatologie du CHU, et Arnaud Germano, maître de conférences à l'université et co-responsable au sein de l'Institut P' de l'équipe photomécanique et analyse expérimentale en mécanique des solides. Tout ça sans respirer. Hein. Tous les deux, vous nous direz comment, finalement, des innovations technologiques qui, à la base, n'ont rien de médical, finissent par sauver les patients, en tout cas par les aider. On va aborder tout ça. Chaque intervention va durer environ 20 minutes. Ensuite, vous pourrez poser vos questions. J'en poserai quelques-unes aussi. On va commencer tout de suite par Arnaud Germano. Je vous laisserai avec Tanguy Vendeuvre gérer votre temps de parole parce que vos témoignages sont très liés. Je reviendrai vers vous ensuite avec des questions. Arnaud Germano, vous allez notamment parler de l'Institut P', de jumeaux numériques et de plein de choses très intéressantes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs, au CHU de Poitiers et à l'Espace Mendès France de nous accueillir ce soir et de nous donner la possibilité de présenter nos travaux. Et effectivement, on va parler de technologies pour réparer les corps. Alors, tout d'abord, moi, je voulais juste présenter le lieu dans lequel j'évolue. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut P'. C'est un laboratoire de recherche qui est situé sur le campus du Futuroscope. Et donc, c'est un laboratoire qui travaille en recherche des matériaux, des structures pour l'aéronautique, le transport et l'énergie. Et donc, c'est un gros laboratoire, un des plus gros du CNRS. Il y a à peu près presque 600 personnes, dont 200 chercheurs permanents. Et donc, on travaille en mécanique et on va parler de biomécanique ce soir, effectivement. Donc, la biomécanique, alors j'ai été chercher directement la bonne définition, c'est l'ensemble des applications de la mécanique. Alors, la mécanique, c'est l'étude des forces et de leurs actions. Et donc, la biomécanique, c'est les applications de cette étude des forces et des actions au domaine du biologique. Et donc, c'est ce qu'on va faire, et plus particulièrement avec des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques, comme le docteur Vendeuvre, qui prendra la parole après, où l'idée, c'est de prendre en charge, de point de vue chirurgical, des problèmes de l'appareil locomoteur, qui sont les membres et également la colonne vertébrale. Et donc, moi, mécanicien, je travaille avec un chirurgien en tandem, puisque quand on parle de biomécanique, il est nécessaire de travailler ensemble. À la fois, le chirurgien, il a plein de questions à poser, et moi, le mécanicien, j'essaie d'y répondre, mais j'ai besoin d'avoir vraiment la réalité sur le terrain et la réalité du bloc opératoire. Alors à cela,
peuvent s'ajouter un certain nombre de personnes et on essaie d'embarquer plus de monde maintenant dans notre travail. Donc des anatomistes, des informaticiens, des mathématiciens, des radiologues, des physiologistes, des juristes, et j'en oublie certainement. Mais l'idée étant de créer un lieu d'échange et de réflexion pour répondre aux problématiques de la santé. Donc pour ce qui nous concerne ce soir, on va continuer à parler de biomécanique. Et au sein de notre laboratoire P', eh bien, il y a plusieurs équipes qui travaillent de concert avec les collègues cliniciens et praticiens du CHU de Poitiers et également donc, du laboratoire d'anatomie, biomécanique et simulation, au sein duquel on va faire des expérimentations. Et donc chacune de ces équipes, donc moi j'appartiens à celle-ci, là, donc sur la caractérisation des matériaux. Il y a également une équipe qui fait de la tribologie, l'étude de frottement. Il y a une équipe qui s'intéresse à l'analyse du mouvement humain et une équipe robotique. Et donc, chacune de ces équipes se rassemble autour d'un groupe de travail en biomécanique pour répondre aux questions cliniques. Alors, la question clinique. Alors, ce soir, on va prendre un exemple qui est la fracture du plateau tibial, c'est-à-dire une fracture du genou, donc la partie supérieure là, du tibia. Donc, ce type de fracture est une fracture courante en termes de traumatisme des membres inférieurs. Et donc là, vous avez une imagerie avec, vous voyez ici, un fragment osseux qui s'est enfoncé. Donc ça, c'est le tibia, et on a le fragment qui s'est enfoncé avec également une séparation de la structure osseuse. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment optimiser les techniques chirurgicales pour la prise en charge de ce genre de fracture. Alors, les techniques chirurgicales évoluent, notamment avec des personnes comme le docteur Vendeur, qui a développé une technique mini-invasive pour réparer ce genre de traumatisme. Vous voyez ici des différentes radios qui ont été prises durant le temps opératoire, où le chirurgien vient juste insérer des instruments, gonfler, on le devine ici, un ballonnet, un petit ballon, qui va venir remettre en place le fragment qu'on a vu enfoncer tout à l'heure. Donc on voit la ligne rouge, là, symbolise finalement le déplacement du fragment. Et à la fin du temps opératoire, le fragment est revenu en place. Et ensuite, le chirurgien doit combler le vide créé par le ballonnet avec un ciment chirurgical, par exemple. Donc, pour résumer finalement le geste chirurgical, donc c'est moi qui le résume, pour une fois. Donc il y a d'abord la stabilisation de la fracture. Ensuite, il y a la réduction, c'est-à-dire la remise en place des fragments, la stabilisation avec soit des vis, soit des plaques, l'insertion de ciment éventuellement. Et ensuite, une fois que le temps opératoire est terminé, eh bien, le chirurgien programme un temps de reprise d'activité au patient. Et puis éventuellement, plusieurs mois après, il peut y avoir un retrait du matériel. Et donc, le chirurgien, sur chacune de ces étapes, il a des questions d'un point de vue mécanique. Et donc, nous, on va essayer d'y répondre. En tous les cas, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Et pour apporter ces éléments de réponse, on développe, depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire sur ordinateur chacune de ces étapes, de ces gestes. Alors, le jumeau numérique, je vais revenir un peu sur nos activités propres du laboratoire. Il existe depuis plus de 2 décennies maintenant dans le monde de l'aéronautique. Ce type de simulation, c'est ce qu'on peut faire au laboratoire. C'est des images qui ont été prises sur des publications de l'ONERA ou d'Assaut Systèmes. Mais en gros, les avions maintenant sont conçus de plus en plus sur ordinateur, et les pièces expérimentales ou les essais expérimentaux ont lieu vraiment sur les appareils quasiment assemblés complètement. Et l'idée étant de diminuer cette pyramide d'essais expérimentaux au profit des simulations, l'augmentation des simulations, tout ça pour réduire à la fois le coût de fabrication, de conception et de l'appareil, et également les délais de réponse aux enjeux technologiques. Donc on va s'inspirer finalement de la construction de ces jumeaux numériques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un jumeau numérique ? Si on reprend l'exemple de l'avion, il faut tout d'abord une géométrie. Donc ça, c'est pas très compliqué sur l'avion. Les ingénieurs le dessinent sur ordinateur, donc on a déjà la géométrie numérique qui est fabriquée. On choisit des matériaux, donc même chose pour l'aéronautique, on choisit des matériaux qui sont robustes, durables aux différentes intempéries. Ces intempéries, c'est les conditions de vol, c'est ce qu'on va appeler les conditions limites. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini informatiquement ces deux parties, il faut ensuite qu'on lance des calculs mathématiques pour finalement prédire les déformations, les forces, les contraintes que vont subir l'appareil. Et tout ça, c'est fait numériquement jusqu'à des essais de qualification, de vérification pour valider le jumeau numérique et ensuite le transposer sur différents types de situations pour l'appareil en vol. Ici, vous avez un essai
de flexion sur une aile d'avion d'un A350. Donc c'est vraiment très impressionnant puisqu'on va vraiment tirer sur l'aile. Bon, moi je vais revenir finalement à ce qui nous intéresse. Et depuis quelques mois, quelques années même, enfin très récemment en tous les cas, il y a un transfert des technologies du domaine de l'aéronautique vers la santé. Ça a fait l'objet notamment d'une lettre dans cette saucisse savante aéronautique astronautique l'année dernière. Et donc on va transférer ces technologies aux jumeaux numériques humains. Mais il va falloir redéfinir chacune des étapes. La première, la géométrie, puisque là, finalement, on ne construit pas la géométrie. Il faut qu'on aille la chercher. Donc on va repartir de ce que le chirurgien nous fournit, c'est-à-dire l'imagerie. Et à partir de cette imagerie et de logiciels de traitement d'images, eh bien, on va sélectionner par des techniques de segmentation d'images. Donc ça, c'est des techniques que l'on maîtrise avec des logiciels bien appropriés. On va pouvoir reconstruire le modèle 3D du tibia complet. Alors, on a même complètement le genou avec le tibia, le fémur, la rotule. Et là, vous voyez que c'est un tibia qui a été fracturé, parce qu'on voit le fragment ici en mauve qui a été séparé. Puis en dessous, je vous ai mis une illustration d'une reconstruction faite après la chirurgie. Donc on peut disposer de la géométrie grâce au traitement d'images des scanners qui sont fournis par nos collègues cliniciens. Donc on peut faire des modèles géométriques personnalisés. Donc la géométrie, c'est bon, on l'a. Ensuite, le matériau, ou les matériaux. Donc là, même chose, on va se baser sur l'imagerie, puisque c'est notre donnée principale finalement d'entrée pour nous. Alors l'imagerie, comme vous pouvez le voir, elle est basée sur une variation de couleur. Alors, vous allez me dire, c'est en noir et blanc. En fait, c'est en niveau de gris. Et chaque niveau de gris est associé à une valeur de densité. Ça, c'est le phénomène des rayons X. En fait, quand vous passez une radio ou un scanner, on récupère votre variation de densité osseuse. Et nous, cette densité osseuse, eh bien, on va essayer de la détecter, de l'identifier sur des petits éléments. Comme ça, on va définir plein de petits triangles. Et sur chacun de ces triangles, on va associer une valeur en niveau de gris. Et après, il y a un passage de ces niveaux de gris vers ce que l'on appelle des modules d'élasticité, c'est-à-dire que ça représente la rigidité du matériau, la rigidité et la résistance. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on va rentrer dans nos lois mathématiques pour faire la simulation derrière. Donc le matériau, ça y est, on peut l'avoir grâce encore une fois à l'imagerie. Maintenant, quelles sont les conditions limites ? Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était les conditions que j'utilisais pour appliquer des déformations sur ma pièce aéronautique. Alors là, il y a deux types de conditions qu'on souhaitait réaliser. C'est le geste chirurgical, c'est-à-dire simuler le gonflement du ballonnet durant le temps opératoire, et la remise en charge, c'est-à-dire au bout de combien de temps le chirurgien peut dire au patient de se remettre en charge. Donc tout d'abord, le geste chirurgical, donc on reconnaît la photo du gonflement du ballonnet. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on repart des géométries de nos fragments osseux qui sont issus de la segmentation d'images. Et puis nous, ça en mécanique, on a une sacrée expérience. C'est directement issu des techniques de simulation qui sont faites dans le domaine des matériaux ou dans le domaine de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'on va venir jouer avec des structures qui correspondent aux outils du chirurgien. Donc là, on a inclus un ballonnet dans une cavité et on le fait gonfler. Et on regarde si le déplacement ici du fragment permet une remise en place du plateau tibial et la reconstruction complète. Et ça, on peut l'évaluer, le quantifier, mesurer les déplacements associés. Ensuite, pour le deuxième scénario, c'est la remise en charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le scan post-opératoire, c'est-à-dire le tibia reconstruit avec les éléments les implants chirurgicaux, eh bien là, c'est pareil, on va récupérer cette imagerie et on va, entre guillemets, jouer avec, c'est-à-dire qu'on va appliquer des charges qui correspondent à la marche. Durant la marche, il y a des forces qui sont appliquées sur le genou. On va récupérer ces forces, connaissant le poids du patient, son activité, et on va reproduire ces scénarios de simulation. Et là, ce que vous voyez en couleur, finalement, ce sont les forces internes à la structure. Et évidemment, ces forces internes, eh bien, plus elles vont être élevées, plus il va y avoir un risque de fracture. Et on va comparer ces niveaux de force avec les capacités de maintien mécanique qui sont directement issues de l'imagerie et des fameux niveaux de gris qu'on a vus tout à l'heure. Et donc on va comparer finalement cette densité avec cette densité de force avec la densité osseuse du patient. Donc ça veut dire qu'on est capable de simuler maintenant différentes conditions réelles. Bon, la question maintenant du chirurgien, c'est de dire, ok, c'est très joli toutes ces couleurs et ces cartographies, mais est-ce que l'on peut utiliser finalement ces données au quotidien? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour différents patients? Bon, là, on est vraiment au cœur de notre sujet de recherche actuel, c'est la validation du jumeau numérique.
Et là, même chose, 2 types de validation pour le geste chirurgical et pour la stabilité mécanique de la réparation. Et c'est là où on a beaucoup de chance à Poitiers, c'est de travailler avec des structures comme le CHU, mais également la structure comme le Centre de don du corps, où on peut aller faire des expérimentations sur des segments anatomiques, donc des segments anatomiques de tibia. Et on a reproduit le geste chirurgical, enfin c'est le chirurgien qui reproduit le geste chirurgical sur ce genre de segment en imagerie, c'est-à-dire au sein d'un scanner rayon X. Et grâce aux images prises au scanner rayon X, nous, on développe des techniques au laboratoire qui nous permettent de mesurer le déplacement des structures osseuses pendant l'expérimentation. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des champs de déplacement, c'est-à-dire des déplacements internes des structures osseuses. Donc là, le rond blanc, c'est le ballon qui a été gonflé. Et ce que vous voyez en couleur, ce sont les déplacements du fragment osseux qui a été provoqué lors de la fracture sur le segment anatomique. Donc ça, on l'a fait d'un point de vue expérimental, on l'a mesuré, on a vraiment quantifié le déplacement. Et puis en même temps, on a fait exactement le jumeau numérique, puisqu'on a les images. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé différents scénarios pour atteindre ces déplacements-là. Et comme ça, on avait finalement identifié la position et le bon gonflement du ballon. Et on a pu après comparer, confronter simulation et expérimentation pour valider ou pour dire dans quel degré d'erreur on peut situer notre jumeau numérique. Quand vous parlez juste de segments anatomiques, c'est véritable tibia humain. C'est une pièce cadavérique. Dans le cadre de don du corps et tout ça, c'est ça. Voilà, c'était juste pour préciser, pour que ce soit clair pour moi et pour tout le monde. On pourrait y revenir après, mais c'est exactement ça. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant, c'est vraiment le travail commun. Alors là, il n'y a pas le logo de P', mais c'est derrière. C'est l'ABS Lab, le CHU et notre laboratoire de recherche P'. C'est grâce à cette synergie qu'on a mis en place qu'on peut arriver à ce degré de validation. C'est vraiment très important de souligner ça. Parce qu'on aurait pu s'arrêter avant et dire on a construit nos jumeaux numériques. Mais nous, on veut aller jusqu'à la validation pour que ce soit après déployé chez nos collègues chirurgiens. Et même chose pour la partie remise en charge. Là, on a eu accès à d'autres segments anatomiques, d'autres segments issus du centre du don du corps, donc d'autres tibias, que l'on est venu comprimer pour simuler la station debout, la montée d'une marche par exemple, c'est-à-dire vraiment la mise en charge du plateau tibial grâce à des machines que l'on fabrique. Alors ça, nous, on est aussi ingénieurs, notre temps perdu à P', évidemment, c'est notre formation. Et donc on fabrique des machines très spécifiques qui peuvent aller dans le scanner rayon X tout en comprimant le genou. Donc ça, c'est très intéressant puisque, évidemment, comme on a l'imagerie, on peut construire le jumeau numérique, mais on peut également charger le genou et donc mesurer, encore une fois, des déplacements des travées osseuses durant le chargement. Et là où c'est intéressant, c'est que cet accès à la mesure. C'est exceptionnel d'avoir cet environnement de travail, puisqu'on peut accéder à la mesure expérimentale des travées osseuses et comparer ce que nous donne la simulation, le modèle numérique. Donc là, on voit, tout ce que je vous présente ici, ce sont des travaux très récents d'une thèse qui a été soutenue en novembre dernier de Kevin Aubert. Et en fait, on a pu montrer qu'on arrive à valider les jumeaux numériques dans certaines conditions. Donc ça commence à être très intéressant, parce qu'on peut penser que va pouvoir maintenant déployer différents scénarios pour aider le chirurgien dans sa pratique quotidienne. Donc finalement, on a réussi à remplir les cases pour les quatre étapes de la construction du jumeau numérique. Et donc j'en termine sur cette petite conclusion, c'est que finalement la pyramide qu'on avait tout à l'heure pour l'aéronautique, on veut appliquer la même démarche également d'un point de vue biomécanique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir accès au centre de don du corps pour faire des essais sur pièces anatomiques, mais l'idée est de renforcer cette courbe d'apprentissage expérimentale pour valider nos modèles numériques, augmenter les simulations, ce qui nous permettra à terme probablement de réduire quand même les essais expérimentaux, tout en gardant quand même ce dialogue juste pour la vérification. Et donc on pourra se tourner à ce moment-là vers le jumeau numérique pour une médecine personnalisée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole de suite, je pense. Directement, oui, tout à fait. Oui, on peut enchaîner parce que vos travaux sont très liés, évidemment. Donc, merci beaucoup. Donc volontairement, en fait, j'ai décidé de donner 2 autres exemples, en fait, pour montrer l'intérêt, en fait, de travailler avec des scientifiques non médicaux et de partager, en fait, nos connaissances afin de faire progresser la médecine. Donc, la chirurgie orthopédique, globalement, consiste, en fait, à positionner, pour la partie traumatologie, des vis
en fait, pour simplifier, parfois avec des plaques, mais essentiellement de positionner des vis. Donc on peut mettre des vis dans les mains, on peut mettre des vis dans les épaules, on peut mettre des vis dans les tibias. Quand on réalise la chirurgie de la colonne vertébrale aussi, en fait, on peut mettre des vis dans les vertèbres cervicales et on voit la difficulté que cela peut avoir en fait avec les liens anatomiques proches, en fait, la vascularisation qui permet d'amener le sang au cerveau ou de redescendre le sang du cerveau, et puis au milieu en fait de ces vertèbres, la moelle épinière, qui nous permet en fait de marcher, de nous servir de nos mains. On met également parfois des vis aussi dans la base du crâne en fait pour maintenir, lorsqu'il y a des gros traumatismes, la colonne vertébrale avec le crâne. Et enfin, pour les gens qui souffrent de scoliose, qu'elle soit syndromique ou idiopathique, on est amené parfois à réaliser des corrections en mettant des vis en fait à côté des nerfs, très proches des nerfs et très proches de la moelle épinière, dont l'intérêt de mettre les vis de façon sécurisée. Nos outils, en fait, actuellement, en fait, pour mettre ce type d'implant, en fait, ils ressemblent à ça. Ils ressemblent à des vis. Ils ressemblent à des marteaux, à des perceuses et à des scies. En fait, globalement, c'est vrai qu'ils ont la chance en fait, d'être parfaitement stériles, mais ils ressemblent globalement à des outils qu'on peut tous connaître dans notre quotidien par ailleurs. Juste un petit rappel technologique. En fait, ça, c'est la navigation satellite en fait, de GPS. Et en fait, cette technologie, on l'a déjà au bloc opératoire. Donc, en fait, on est capable actuellement de naviguer nos outils en fait, sur cette cartographie 3D qui est réalisée par le scanner péropératoire. Donc cette technologie, elle est déjà utilisable par les chirurgiens et utilisée au CHU de Poitiers. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est que pour l'instant, on a une perceuse manuelle, mais on n'a pas la chance d'avoir une perceuse à colonne. Donc ceux qui bricolent, ils savent l'intérêt d'avoir une perceuse à colonne, c'est que vous êtes certain de position exacte de votre trou dans le matériau. Donc l'idée, c'est d'aller voir en fait, les scientifiques de Péprime et de dire, moi j'aimerais une perceuse à colonne, mais que je peux utiliser au bloc opératoire, et comment ça serait possible en fait, d'en avoir une qui peut se mettre en plus dans tous les plans, donc avec tous les axes de liberté. La planification en 3 dimensions, en fait, grâce au scanner, nous permet maintenant de parfaitement positionner et de programmer en fait, nos futures prothèses, la mise de nos futures vis, de nos futurs implants. Donc cette technologie est déjà accessible pour nous aider à planifier le geste. Et donc on a été chercher maintenant des roboticiens. Donc un bref rappel sur les robots en fait, qui existent déjà. En fait, il y a plusieurs sortes de robots. Il y a les robots dits autonomes, donc cette fois-ci, le robot fait tout seul. Il y a les robots de téléopération, donc cette fois-ci, le robot est piloté et il réalise le geste en fait à distance. Et ensuite, il y a les robots de co-manipulation, qui est exactement l'exemple de cette perceuse que j'aimerais avoir en fait à colonne. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, la planification, c'est indispensable. Et en fait, comme le disait Roald Amundsen lors de la découverte des pôles, c'est que l'aventure commence lorsqu'on a une mauvaise planification. Donc, ce qui est certain, c'est pareil avec les robots. Il faut absolument planifier l'intégralité du geste, le positionnement optimum de l'implant. Et pour le positionner de façon optimale, il faut le simuler. Les solutions qui existent déjà, donc il y a certains robots autonomes pour les prothèses de genoux qui tendent à se développer. Donc, cette fois-ci, le genou est positionné. Le robot est fixé au genou de façon à pouvoir se repérer. Et là, les découpes vont être faites de façon autonome. Le chirurgien n'a pas de rôle. Il existe aussi un robot qui commence à être utilisé pour les prothèses de hanche, que nous n'utilisons pas et qui commence à être déployé simplement en Asie, où c'est pareil, le robot est fixé en fait, au patient lui-même, de façon à avoir un repère fixe et à ce que la géolocalisation soit très précise. Et le robot tente à essayer de mettre la prothèse de hanche par lui-même, et il n'y a pas de contrôle humain en fait, sur la procédure. Le robot de téléopération, quant à lui, par contre, est présent au CHU de Poitiers, utilisé par le professeur Faure notamment et d'autres spécialistes, en fait, donc, qui viennent manipuler ce robot, qui permet d'avoir des mains qui ont des axes en fait, avec des degrés de liberté de 360 degrés, ce qui ne serait pas possible avec la main humaine. Mais ces robots en fait, sont surtout très pratiques pour réaliser des sutures ou des gestes fins, ce qui est un peu moins le cas malheureusement en chirurgie orthopédique, où on est dans une chirurgie dure. On a besoin de robots très résistants et robustes. C'est le Da Vinci ou c'est Rosa ? Celui qui... Ça, c'est le Da Vinci. C'est Da Vinci. Et alors, le Rosa est présenté là. On a la chance aussi de l'avoir voilà. au CHU de Poitiers. Mais alors, les limites du Rosa, en fait, c'est que le Rosa, en fait, est un guide implant uniquement. Ça veut dire qu'il ne peut pas percer. Il peut juste maintenir un implant dans une direction donnée, de façon à, par exemple, pour le Parkinson, venir descendre les électrodes, ce qui est réalisé au CHU de Poitiers. Mais on n'a pas la chance. On peut le co-manipuler, donc il y a bien un robot de co-manipulation, mais il ne peut pas permettre de percer. Un autre robot développé par Medtronic est du même type que le robot Rosa, mais il ne reste qu'un porte-implant. Par contre, on voit que le software de planification commence à être déjà beaucoup plus précis dans la réalité du positionnement de ces dispositifs. Donc nous, notre projet, c'était de combiner ces robots de co-manipulation avec l'idée de la perceuse à colonne.
qui ressemble un petit peu à ce robot qui est fait pour les prothèses de genoux. Et notre robot, du coup, le projet, c'est celui-ci. Donc, il est avec l'équipe Cobra, qui est une équipe également de P'. Donc, un robot, en fait, qui aurait tous les axes de liberté, qui serait relié à une perceuse. On loquerait uniquement la direction couplée à la navigation. Ensuite, comme la perceuse à colonne, on ne pourrait descendre que sur l'axe de perçage avec une butée. Et donc, pour vous présenter juste cette vidéo, si on clique dessus, donc vous allez voir l'axe en rouge. Donc, ce robot n'existe pas en pratique clinique, mais pour l'instant fonctionne déjà. Donc, on va bien venir percer, tout va être maintenu, et on ne peut emmener la perceuse uniquement dans l'axe, donc bien comme une perceuse à colonne, entre guillemets, de façon très précise au niveau de la colonne vertébrale. Ce robot n'est pas utilisé encore en clinique, mais a été développé, en tout cas pour l'instant, à l'Institut P'. Deuxième histoire, pour montrer qu'il y a plusieurs applications. Alors, quels sont les liens entre ces deux personnes? Donc, d'un côté, vous avez la Joconde qui a été peinte par Léonard de Vinci, et de l'autre côté, ce prix Nobel de physique qui a développé une méthode de mesure optique, en fait, permettant de mesurer le relief. Donc, le lien entre ces deux histoires, c'est que la méthode de Moiré permet, à partir de lumière structurée, en fait, de projection de franges lumineuses, de pouvoir redéfinir le relief d'une structure. J'ai la chance d'appartenir, comme Arnaud, donc, à l'équipe PEM de l'Institut P', dont le travail a été d'étudier la Joconde, car on ne le sait pas tous, mais elle est peinte sur une planche de bois. Et le risque, c'est que cette planche se déforme et ainsi que la peinture puisse être abîmée. Donc, il fallait pouvoir étudier le relief de la peinture sans la toucher. Et en fait, toutes ces caractéristiques devenaient très intéressantes, car de la même façon, sur le corps humain, on serait très intéressé de mesurer le relief et également sans le toucher. Donc, ce qui a été déployé donc, par l'équipe PEM de l'Institut P', c'est un système donc, de lumière structurée pour étudier la Joconde. Mais ce qui les a particulièrement intéressés, c'est d'étudier le dos de la Joconde. Donc le dos de la Joconde, donc, vous voyez ici, donc c'est assez rare, on a peu souvent la chance de pouvoir voir cette planche de bois. Et donc on voit en fait que cette structure en fait, n'est pas une planche en plus d'un seul tenant, et donc avec un risque de fissure potentielle, d'où l'intérêt de l'étudier en fait avec la lumière structurée et être sûr qu'il n'y ait pas de déformation qui puisse altérer la peinture. Donc projection de stries lumineuses qui nous donne en fait ce balayage en fait sur le tableau et qui nous permettent par la suite de récupérer en fait la forme en 3 dimensions de l'enveloppe. Donc vous pouvez voir qu'il y a un relief qui n'est pas complètement plan. Et ensuite, vous pouvez voir qu'à côté, on peut simuler le risque potentiel de déformation à venir ou l'intérêt de l'entretenir d'une certaine façon ou de ne pas l'exposer à trop d'humidité ou qu'elle soit correctement protégée pour ne pas se déformer. Tout ça nous amène à nous dire, nous, les personnes les plus fragiles qu'on traite, c'est nos patients scoliotiques, en fait, des jeunes filles en fait, qui présentent des déformations du dos et qu'on aimerait pouvoir étudier dans le temps, en fait, pareil, sans les toucher. Donc, on est retourné voir nos collègues de l'Institut P'. On manque pas d'idées, vous avez vu. Et on leur a demandé ce qu'on pourrait faire, en fait, pour étudier, en fait, le dos des patients. Et notamment, en fait, la correction entre le pré- et le post-opératoire et voir si nos corrections, en fait, peuvent être optimales et comment les corrections chirurgicales de la colonne vertébrale qui n'est pas droite peuvent améliorer aussi l'esthétisme des patients. Donc, on a couplé la machine EOS, qui est une radiographie en fait, qui est présente au CHU de Poitiers, faible dose pour nos patients, à un système en fait, de méthode de Moiré, méthode qui avait déjà été utilisée également par le professeur Faure pour la chirurgie abdominale, la variation bariatrique et le fait d'étudier en fait, l'intérêt que peut avoir cette chirurgie sur le volume global des patients. Donc là, vous voyez en fait des exemples où en fait on voit en termes médicaux, nous on appelle la gibbosité. En fait, tout simplement, c'est la bosse qu'on peut voir dans le dos. Et en fait, on va suivre cette patiente là sur cet exemple, en fait avant et après la chirurgie, et essayer d'étudier le relief et la correction qu'on peut apporter grâce à nos vis. Donc la lumière structurée, exactement comme sur la Joconde. Les séquences en fait en haut sont les séquences qui sont préopératoires. Les séquences en bas sont les séquences en post-opératoire. Et ce qui nous intéresse bien sûr, c'est comment étudier ces données. Donc le plus probant, en fait, c'est d'étudier ces données avec les images présentes en haut à droite. Et on peut voir de la grande difformité qui était présente au niveau du dos, le fait que le pince-taille est corrigé et qu'il y a une importance bien moins importante donc de la gibbosité grâce aux corrections qui est amenée en fait, par les implants. Donc une autre présentation pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, nos implants nous permettent de corriger la rotation également de la vertèbre elle-même et donc de venir faire tourner ces vertèbres permet de corriger en fait les bosses qui sont dans le dos des jeunes filles, d'où l'intérêt en fait de pouvoir travailler avec cette technologie en fait pour étudier nos patients et leur montrer les corrections apportées. Alors ça posait encore quelques problèmes parce que étudier la Joconde en fait on peut
tout fermer autour, on peut fermer les volets, il n'y a pas de problème de luminosité, il n'y a pas de problème de contre-jour. Et de la même façon, même si jamais l'acquisition met 10 minutes, il n'y a aucun problème. En fait, la Joconde est toujours disponible. Le souci, en fait, c'est qu'en consultation, nous, on est demandeur à ce que ça soit presque instantané. Et on veut que la lumière n'interfère que peu, en fait, par rapport au dispositif. Donc là, vous avez la dernière version du procédé. Donc juste un pied photo, une nouvelle technologie de caméra. Et en fait, qui est tout à fait portatif et possible d'utiliser au CHU, et le fait que maintenant les données en fait en relief montrées par les traits bleus sont calculées directement, instantanément, en 30 secondes. Donc ça nous permet de suivre les patients au quotidien avec cette technologie qui est finalement issue de ce tableau. Donc je vous remercie. Merci à vous. Je passe la parole, pardon. Oui, je vous passe la parole. Les questions, on les verra après. Vous les gardez précieusement en tête, sur les petits papiers aussi que vous avez devant vous. Jean-Pierre Faure, je rappelle que vous êtes chirurgien viscéral, directeur de l'école de chirurgie. Et c'est vrai que voilà, vous êtes aussi membre de l'ABS Lab, ce laboratoire qui gère l'anatomie, mais de la simulation aussi. Et vous occupez de dons du corps aussi. Donc c'est tout ça qu'on va parler. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bien pour ça qu'il y a 3 lettres dans ce laboratoire, parce qu'on fait effectivement pas mal de choses. Bon, en plus, j'ai mon patron dans la salle, il ne faut pas que je dise de bêtises. Moi, je vais vous parler de choses un petit peu moins scientifiques que mes camarades, mais qui restent quand même très, très importantes pour le travail que l'on fait en commun. ABS Lab. Alors, pourquoi je vous parlais de l'ABS Lab? Vous avez vu dans leur présentation, ils vous ont parlé effectivement de ce laboratoire qui est à la faculté de médecine et de pharmacie. Et ce laboratoire a la particularité d'apporter plein de solutions. Bien sûr, eux nous apportent aussi plein de choses. Ils ont plein de solutions. Ils ont plein d'autres choses à proposer. Vous savez, c'est presque une boîte à outils, leur laboratoire Péprime. On a une question et on peut quasiment poser à Péprime la question. Ils vont se débrouiller pour trouver la réponse. On va les embêter un peu, mais c'est quand même un petit peu notre rôle de les titiller. Et nous, on fait un petit peu partie de cette boîte à outils en leur proposant des supports assez important. Alors l'ABS Lab, comme vous le disiez, c'est un laboratoire qui est à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Alors ABS parce que dans toutes les facultés de médecine de France, de Navarre et du monde, il y a un laboratoire d'anatomie. Avec Jean-Pierre Richer qui est là, nous sommes les 2 enseignants officiels d'anatomie. Donc nous avons une partie, j'allais dire, très académique de cours, où nous faisons un cours en amphithéâtre. Et on fait subir quelques affres aux étudiants avec des concours divers et variés. Et ça, c'est le travail normal académique de l'académie, de l'enseignement d'anatomie. Pardon. Ce laboratoire donc s'appelle ABS, parce que A pour anatomie, et c'est bien normal. Et vous verrez que l'anatomie va s'associer au centre de dons du corps, mais je vais en reparler tout à l'heure. Arnaud et Tanguy nous en ont déjà parlé. Le B, c'est pour biomécanique. Je ne pouvais pas faire moins quand même, ils sont avec moi, ici sur la scène, ils parlent devant vous. Donc effectivement, on les a souvent au laboratoire et on travaille de concert avec les équipes de biomécanique, d'où le B de ABS Lab. Et puis, ils nous ont déjà parlé de simulation, de simuler des parties du corps, de jumeaux numériques. Alors moi, je vais être un peu plus simple sur le versant simulation. Tout à l'heure, Arnaud nous a parlé un petit peu d'aéronautique, de prototypes d'avions. On va parler cette fois-ci du personnel qu'il y a dans l'avion. Et dans l'avion, il y a des pilotes, il y a des hôtesses, etc. Il y a plein de personnes. Et toutes ces personnes-là, vous le savez, sont formées au long cours par simulation. Ça a été presque la première, j'allais dire, les premiers métiers où l'enseignement s'est fait hors le module, le lieu de travail directement. Et on a tous essayé des simulateurs de vol, ne serait-ce que dans son salon. C'est quand même assez sympa de pouvoir faire atterrir un avion sur sa télé ou sur son ordi. Et ben, ça marche vraiment et on sait que chaque pilote qui va prendre en main un avion a passé un nombre d'heures assez important devant le simulateur, a validé toutes les étapes nécessaires et requises pour pouvoir nous emmener à bon port. Et ben, en médecine, on a découvert depuis de nombreuses années maintenant, mais en France, on était un petit peu plus lent que les anglo-saxons à s'y mettre, et c'est quelque chose maintenant qui est important. On va former les nouveaux praticiens, les jeunes praticiens, et nous-mêmes aussi, qui commençons à être un petit peu moins jeunes praticiens, par simulation. L'idée, c'est jamais la première fois sur le patient.
Donc on doit faire un geste, eh bien c'est un geste que l'on va déjà avoir fait sur un modèle qui peut être très différent, on va en reparler, mais c'est vraiment cette chose-là, tout geste invasif doit être fait avant sur un entraînement par simulation. Donc c'est le troisième lettre du laboratoire, ABS Lab, anatomie, biomécanique et simulation. Alors, vous avez vu que mes camarades ont parlé de pièces anatomiques, de travaux expérimentaux au laboratoire. Et l'ABS Lab, je vous ai dit, c'était l'anatomie, la biomécanique et la simulation. Et en France, tous les laboratoires d'anatomie sont associés à un centre de don du corps. Donc, le don du corps, il faut tout de suite faire la différence avec le don d'organes. Nous sommes, vous êtes, moi aussi, tous potentiellement donneurs d'organes pour une transplantation de foie, de rein, etc. Par contre, le don du corps, à la science est différent. Un donneur ou un donateur de son corps pour la science, c'est un don qui va se faire de son vivant, c'est une décision que l'on prend, et ça se fait sous forme d'un testament, puisqu'on va donner son corps à un laboratoire d'anatomie pour que l'on puisse faire de la recherche, de l'enseignement, après le décès. Voilà, c'est un petit peu difficile à concevoir parfois comme ça, mais effectivement, c'est un geste qui est très généreux, qui n'est pas facile à prendre, qui peut être difficile à faire admettre parfois aux familles, mais c'est quelque chose qui est très utile parce que vous voyez, ça sert bien pour la recherche, ça va servir aussi pour l'enseignement, et je vais aller un petit peu plus avant dans ce domaine-là. Alors, ce modèle d'apprentissage sur les corps, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça permet non seulement, vous le voyez, de faire de la recherche très scientifique, de faire de l'enseignement, je vais y revenir, mais c'est un modèle qui nécessite aussi et qui impose même une réflexion éthique. C'est vrai que le don du corps à la science, eh bien, ça nécessite d'avoir un respect quand même assez immense pour les personnes qui vont faire don de leur corps à la science. C'est un don qui est quand même incroyable, et c'est vraiment quelque chose qui impose aussi à chaque étudiant, à chaque personne qui va travailler au laboratoire, y compris mes camarades qui sont là, d'avoir une réflexion un petit peu sur les modèles qu'ils vont utiliser. Donc c'est quelque chose qui est assez classique. Le don du corps, ça se passe comment? Donc je vous disais, une personne décide de faire don de son corps à la science, elle va contacter le laboratoire d'anatomie, regarder le site internet, il y a des documents qu'il faut mettre en place, et on va parler tout bêtement de choses assez un petit peu rudes, mais lors du décès d'une personne, eh bien, dans les heures qui suivent le décès, dans les 24 heures qui suivent le décès, le corps va venir au laboratoire. Le défunt va venir au laboratoire où, avec toute une équipe, nous avons une équipe dédiée à ça, une Tranatro Practice, où nous allons prendre soin du corps et pouvoir par la suite travailler soit pour la recherche et l'enseignement sur ce modèle anatomique. Alors, on vous a parlé de recherche. Moi, je vais vous parler aussi d'un autre domaine sur lequel le don du corps est vraiment important, c'est la formation. La formation, lorsque l'on est chirurgien, par exemple, avec Tanguy, dans 2 spécialités différentes, eh bien, on peut apprendre à travailler, à faire des gestes et à réaliser des gestes parfois très simples ou très compliqués sur des modèles particuliers. Vous avez tous vu des ordinateurs sur lesquels on peut s'entraîner à faire des choses très difficiles parfois. Et nous avons bien sûr des simulateurs pour apprendre à faire... Alors, ça peut paraître simple, mais la chirurgie, il y a un geste qu'on fait beaucoup. On fait des nœuds. Et on fait des nœuds comme pour nous lasser. Parce qu'on a plein d'organes, une artère, une veine, il faut la fermer de temps en temps. Et on la ferme avec un fil et on fait des nœuds. Donc un geste tout simple, c'est apprendre à nouer ses lacets. Mais c'est un peu plus compliqué. Imaginez que vous avez un chapeau claque, et au fond, il y a un papier à cigarette, il faut aller le nouer sans toucher les bords du chapeau claque. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est des gestes qui paraissent très simples, mais il faut s'entraîner pour le faire bien. Et donc, on a plein de simulateurs possibles, du chapeau claque, d'une boîte toute simple, à des ordinateurs très compliqués. L'enseignement et le travail par simulation sur les modèles animaux, éthiquement, c'est un petit peu moins possible. C'est vrai que il y a une dizaine d'années, facilement, on pouvait travailler sur des modèles animaux. Maintenant, ça devient un petit peu compliqué et fort logiquement, on essaie de s'en dispenser. Pour les chirurgiens, vous savez, on est assez terre-à-terre parfois. Et je ne vous parle pas des orthopédistes, ils sont encore plus terre-à-terre.
un os en plastique et ils sont heureux. Donc, c'est pour qu'ils rongent un peu son os, Tanguy, c'est pour ça. Faut bien embêter les orthopédistes. Bien sûr. Donc, non, les orthopédistes, on est un petit peu terre à terre et on a besoin de s'entraîner sur des modèles très visuels, très pratiques qu'on peut toucher. Il existe, vous voyez, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il existe des mannequins, comme ça, synthétiques, qu'on peut opérer. Le problème de ces mannequins, qui, d'apparence comme ça, ont l'air très réalistes, d'abord, ils coûtent cher, et ça, c'est un problème. Je ne parlerai pas du financement de l'enseignement parce que c'est un autre domaine, mais c'est un problème. Et surtout, lorsqu'on a opéré une fois ce mannequin, il faut tout remplacer. On peut le faire qu'une seule fois. Et en plus, le plastique, c'est quand même pas la texture de ce qu'on a l'habitude au bloc opératoire. Donc c'est d'un réalisme très très loin du bloc opératoire. Ça peut être intéressant pour des gestes simples, pour des jeunes apprenants comme les internes. Mais dès lors qu'on s'adresse à des chirurgiens un peu plus confirmés, là, la réalité est absolument pas au rendez-vous. Alors, on revient quand même un petit peu à des choses qu'on connaît et qu'on maîtrise bien. C'est quand même le sujet anatomique. Alors pour ça, ben voilà, vous imaginez, là, on est au bloc. On est au bloc opératoire, on est en train d'opérer un estomac. Il aurait peut-être fallu prévenir de ça, non? Ah non, mais regardez, ça, tout va bien se passer. Tout va bien. Ça va être tranquille. Eh ben, on n'est pas au bloc. Ah oui, non, je suis un peu violent, moi. On n'est pas au bloc opératoire. Là, vous voyez, c'est un cours sur la chirurgie de l'estomac. Et ce cours de la chirurgie de l'estomac, croyez-moi, hein, l'image, c'est exactement la même image qu'au bloc opératoire. D'accord ? Donc là, le réalisme est parfait. C'est une chirurgie par célioscopie, par voie mini-invasive de l'estomac. Et là, ben, vous étiez au bloc opératoire, sauf qu'on n'était pas au bloc opératoire. Donc effectivement, le don du corps à la science, ça permet aussi d'apporter des modèles hyper réalistes pour la formation des chirurgiens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez, hein, le don du corps à la science, c'est quand même très intéressant. La recherche, avec mes camarades, et puis aussi la formation des chirurgiens. Alors, ce réalisme qu'on a pu apporter à ce modèle de simulation, eh bien, on a essayé encore un petit peu de l'augmenter. Comme mes camarades, nous aussi, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus proche du bloc opératoire. Pour faire quelque chose qui est proche du bloc opératoire, eh bien, on a essayé de rendre notre modèle, entre guillemets, dynamique, c'est-à-dire se rapprocher d'un patient au bloc opératoire anesthésié. Un patient qui est au bloc opératoire, eh bien, il a un pouls, hein, son cœur bat, il a ses poumons qui vont bouger. Si on prend le pouls d'une artère, eh bien, dedans, il y a du sang qui va passer de façon pulsatile. Bon, je vais vous faire simple, hein, quand on est mort, ça ne marche plus. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Eh bien, nous, on va essayer d'apporter un peu plus de réalisme. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'organiser, on va s'arranger pour que, eh bien, dans les artères, il y a un liquide qui passe, et ce liquide va passer de façon pulsatile, et comme ça, on va pouvoir retrouver un pouls. On va pouvoir augmenter le réalisme encore un peu, et vous avez vu sur la vidéo, se rapprocher d'un patient au bloc opératoire. Donc ça, c'est ce que l'on a fait à Poitiers. Alors là, oui, je vais vous montrer un peu... Bon, je reviens sur ma diapo. Oui, juste, oui. Voilà. Ouais. Je reviens sur ma diapo, je vais vous montrer ça. On a réussi, et c'est une innovation poitevine, on a réussi à améliorer et à apporter vraiment un réalisme proche du bloc opératoire. Vous voyez le mou pour le chat. C'est du poumon. D'accord ? Et bien voilà du mou pour le chat. C'est du poumon. Donc vous voyez, on arrive à faire reproduire quasiment un patient en bloc opératoire avec, ici, voilà, une mécanique pulmonaire qui ressemble vraiment à quelque chose de très réaliste. Donc, partant du don du corps, on arrive à reproduire, c'est pas parfait, hein, on est très loin d'être parfait, mais d'avoir une mécanique physiologique ou quasiment qui permet de proposer aux collègues chirurgiens pour leur formation d'être quasiment en situation de bloc opératoire. Donc si vous supportez un petit peu les émotions fortes, je clique sur le truc. Tac. Alors celle-là, c'est rien. Vous allez voir. Ça, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est tant mieux. Oui. Alors, pour tout vous dire, ça, c'est un de nos collègues dans le service qui fait de la chirurgie de la glande thyroïde. La glande qui a une forme de papillon qui est dans le cou ici, qui passe tout près des gros vaisseaux, la carotide, des vaisseaux un peu embêtants ici. Et là, pour faire la démonstration, il a fait une plaie d'une veine
une grosse veine qui passe ici, qui amène le sang du cerveau vers le cœur. Donc on voit que c'est un saignement. Et alors, puisque vous avez l'air quand même très courageux, je reclique. Alors attention, hein, ne sautez pas sur la... Parce qu'eux, ils ont sauté, pour tout vous dire. Là, c'est la carotide. Hop là. Voilà, donc la carotide, c'est une artère hein, qui est là, forcément, et qui saigne. Et bien dans ce cas-là, vous voyez, on n'était pas au bloc opératoire, heureusement pour le patient, hein, on était au laboratoire de simulation, mais ça, effectivement, c'est un événement, voilà, grave, bien évidemment, et on peut simuler cet événement-là au bloc opératoire et faire eh bien, les gestes qui vont sauver dans de bonnes conditions, sans stress, et c'est le principe de l'enseignement par simulation. Donc ça, effectivement, il vaut mieux l'avoir fait une fois, pas au bloc opératoire, avant que, on ne sait jamais, cela arrive. Donc, vous voyez, on arrive à proposer des choses assez intéressantes, et ce principe d'enseignement par simulation sur ce modèle, dont je ne vous ai même pas dit le nom encore, qui s'appelle SimLife, eh bien, on peut le développer pour de multiples spécialités. Et donc, au laboratoire d'anatomie dirigé par Jean-Pierre Richet, eh bien, on a de la chirurgie, des formations par chirurgie cardiaque, thoracique, je vous ai montré du poumon, de la chirurgie ORL, de la chirurgie bariatrique, ça c'est pour moi, de l'orthopédie, de la chirurgie du rachis, de la chirurgie des membres inférieurs. On va avoir de la chirurgie de la douleur, du traitement chirurgical de la douleur dans quelques mois. Enfin, j'en passe du prélèvement d'organes pour les transplantations. Bref, plein de formations. Donc effectivement, c'est grâce à toute la collaboration qu'on a pu mettre en place au sein du laboratoire que toutes ces choses-là sont possibles. Et vous voyez, ça part de la simulation, de la formation des chirurgiens, de la recherche. Donc l'ABS Lab, le laboratoire d'anatomie, biomécanique, simulation, permet un petit peu de rassembler toutes les puissances de recherche et d'enseignement. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Je vous remercie. Merci à vous. C'est passionnant. Alors attendez, parce que des fois... Oui. Non, j'ai pas mis. Parce que quand je vais présenter, bon, je continue parce que sinon ils vont trop parler, mes copains. Quand je continue, je fais apparaître une bouteille de cognac. Parce que où que vous alliez dans le monde, quand vous dites nous sommes à une centaine de kilomètres de cognac, tout le monde connaît. Ça marche mieux que le reste. Voilà, c'est juste pour dire. Le cognac, tout le monde connaît. Mieux que le Futuroscope. Futuroscope, ça marche Futuroscope, ça marche bien en France. Mais la bouteille de cognac, où que vous alliez, tout le monde connaît la bouteille de cognac. Très bon. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être que vous avez des questions. Sinon, moi j'en ai un. Mais peut-être que vous avez des questions vous-même sur ces trois interventions, sur certains aspects. Est-ce que voilà, l'un ou l'une de vous souhaite se lancer? Allez-y, madame. Alors, ça parle? Oui. Je voudrais savoir, vous avez parlé des robots complètement autonomes. Quand on a un robot complètement autonome, qui est responsable? Parce que ça fait bizarre, le robot il fait tout. En plus, normalement au niveau anatomique, on est presque tous pareils, mais on n'est pas tout à fait toujours tous pareils. Mais je suppose qu'il doit savoir corriger les choses, lui, si la position n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Et puis s'il y a quelque chose, qui est responsable? Parce que c'est le robot, quoi. Même. Enfin, je sais pas, voilà. Donc, je vous remercie pour cette question. Déjà, la première partie, c'est pour préciser que ces robots existent. C'est volontairement notre choix de ne pas les avoir, en tout cas nous personnellement. Et l'idée, c'est d'avoir que des robots de co-manipulation ou télémanipulation, donc, où le chirurgien directement travaille avec et porterait vraiment toute la responsabilité. Je pense que sur ces robots autonomes, néanmoins, je pense que la responsabilité serait toujours au chirurgien. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est quelque chose qui a peut-être un intérêt dans le futur, mais pour l'instant qui n'est pas encore assez abouti pour permettre de vraiment l'utiliser. Donc c'était plus pour évoquer le fait que ces robots sont développés, dans certaines parties du monde sont utilisés, volontairement non utilisés en tout cas par nous. Et effectivement, ils offrent ça. Ils offrent aussi le fait qu'on n'a pas de retour de sensation. Et je pense que, parce qu'en fait, on voit juste ce qui se passe de façon automatisée, alors que les robots de co-manipulation, finalement, vous avez le retour des sensations par l'opérateur lui-même, donc qui ne font pas prendre le même risque. Et il est de même sur la téléopération. On a le contrôle visuel en fait en continu en fait pendant la chirurgie. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça que sur le tandem, on a mis plein de places futures. S'il y a des gens, des juristes qui sont intéressés pour travailler sur ce sujet, c'est aussi un peu le but de discuter de tout ça. Mais on n'a pas de réponse établie, mais c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas s'en servir. Oui.
C'est ça, les robots. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Ça parle, oui, d'accord. Oui, mais quelle est la fiabilité? Vous avez dit, est-ce qu'ils sont opérationnels ou pas? Ils sont opérationnels dans certaines parties, dans certains pays? Dans certains pays, oui, ils sont opérationnels en Et Asie. vous avez un retour là-dessus? Vous avez le taux Non, la fiabilité? pour l'instant, c'est des cas qui sont décrits et qui semblent être décrits de façon positive. De toute façon, c'est rare de publier sur des cas négatifs. C'est un peu le problème des publications aussi. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de série suffisamment solide pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est. Ouais. Les robots, ici au CHU, seront utilisés pour sécuriser le geste du chirurgien et permettre d'accéder à des endroits peut-être compliqués. C'est ça, quoi. C'est ça, pour sécuriser sans trembler, donc pour guider les outils, typiquement pour mettre les électrodes de Parkinson, ils sont utilisés au CHU de Poitiers, ils sont utilisés aussi, ça, je vais laisser peut-être le professeur Faure en parler, parce que je ne me sers pas du robot da Vinci intuitif. Mais... Merci Tanguy. Le robot que nous on utilise, c'est absolument pas un robot. C'est vrai que le mot robot fait toujours un peu peur. On imagine toujours quelque chose de complètement autonome. Je vous rassure, il n'a rien d'autonome. Moi, je fais beaucoup de pratiques robotiques. En fait, c'est un télémanipulateur. Moi, j'ai 2 joysticks dans la main et les instruments sont super articulés. Ils ont une mobilité qui est supérieure à celle de mon poignet, ce qui permet de faire des mouvements assez incroyables, mais il n'y a rien de robotique. C'est vraiment une aide. C'est vous qui avez la maîtrise du geste. Bien sûr. Il ne sait rien faire tout seul. Il est nul, au final. Voilà. On le dira pas quand il est là, mais bon, vu le prix, on ne dira pas. Mais non, mais en fait, alors, par exemple, dans le service du professeur Richet, mon patron, c'est un service de chirurgie digestive. Vous savez, quand on opère le ventre, la solution, c'est assez simple. On fait une grande cicatrice et on va mettre nos mains à l'intérieur. Nos mains, elles peuvent bouger comme ça. Super. Bon, c'était quand même un petit peu délétère pour les patients, la récupération. Donc on a essayé d'imaginer les mêmes gestes avec des petits trous, en regardant la télé. Donc on glisse dans le ventre une caméra et on opère en gros avec des baguettes chinoises, à travers des petits trous. C'est super bien, c'est un développement incroyable. Ça a été une révolution en chirurgie. Mais le problème, c'est que nous avons perdu la mobilité de nos poignets. Et en fait, les robots qu'on utilise, dont Tanguy vous parlait, le robot d'intuitive, le da Vinci, on reste toujours dans la Joconde. En fait, ce qui nous permet, c'est d'avoir une vision en 3 dimensions. Avec une caméra spéciale, on est en immersion dans la cavité, pour moi, dans la cavité abdominale du patient. Comme si j'avais la tête dans le ventre du patient. Et les instruments ont une mobilité supérieure à celle de mon poignet. Et en fait, on a récupéré la mobilité que nous avait pris la célioscopie. Donc c'est un progrès assez incroyable qui permet de faire des interventions qu'on n'avait pas imaginé faire par voie mini-invasive. Donc là, il y a une autre révolution qui est en cours. Et on arrive quasiment à de l'ambulatoire, où on ressort le soir sur certaines interventions ou... Ah bah oui, mais ça se fait pour des interventions. C'est assez... Par exemple, l'orthopédie, les collègues en orthopédie font énormément de chirurgie en ambulatoire. C'est vraiment quelque chose qui se fait bien. Le robot ambulatoire, on y arrive. On y arrive. Ça va pas tarder. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Tout à l'heure, pour le traitement de la scoliose, vous avez évoqué ce système de projection de lumière spécifique. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est plus c'est important de ne pas toucher le patient ou la patiente? Est-ce que voilà, en quoi c'est plus efficace de ce système-là par rapport à comme vous faisiez auparavant? Et est-ce que ce système-là vous aide aussi à mieux positionner les vis, entre guillemets, pour corriger la scoliose? Je vous remercie. Donc, non, ce système, il nous permet d'étudier l'évolution éventuellement de la maladie ou de la dépister sans toucher ou sans envelopper le patient. Parce que, en fait, pour faire le moule de quelqu'un, sinon, il faudrait le mettre dans le plâtre. C'est la seule façon d'obtenir en fait la forme qu'on pourrait avoir. Donc, quand on dit sans toucher, c'est-à-dire qu'avant, quand on fabriquait des corsets, on faisait des moules en plâtre, puis on fabriquait les corsets. Là, typiquement, avec ce type de technologie, en fait, on peut prendre la mesure en relief, puis fabriquer le corset sur ordinateur. C'est un type d'application en fait, qu'on peut facilement imaginer. Et voilà. Ensuite, ça ne nous aide pas pour la chirurgie, ça nous aide pour le suivi des patients et le suivi après la chirurgie. Une question dans la salle? Sinon, j'en ai une autre. Je voulais parler d'impression 3D.
avec vous. Quelle est la place de l'impression 3D dans la médecine et la chirurgie aujourd'hui? J'ai un exemple qui me vient en tête, évidemment, c'est celui d'Antoine Julienne, que M. Faure connaît bien, parce que c'est à la BS Lab que je l'ai rencontré personnellement. Est-ce que vous pouvez, peut-être M. Faure, évoquer peut-être donner un exemple de chirurgie réalisée à partir d'impression 3D et un peu quelle perspective vous voyez, vous et vos deux collègues, sur cette technologie en particulier? Alors c'est une très bonne question. Les exemples précis de chirurgie, bon, je sais qu'en chirurgie, vous parlez d'Antoine Julienne. Antoine Julienne, docteur Julienne, pardon, c'est un collègue qui est chirurgien plasticien, chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice. Ce qui est intéressant dans l'impression 3D, c'est que vous voyez, on a plein d'imagerie. Et ce qui était intéressant dans son cas spécifique, c'était un petit peu ce dont vous ont parlé mes deux camarades, c'était de reconstruire quelque chose qui a été lésé. Donc, prenons par exemple tout simplement un nez. C'est tout simple, hein, quelqu'un qui a été mordu. Trivial hein, comme explication, mais voilà, on arrache un bout de nez, ça arrive. Voilà. Un animal qui arrache un bout de nez, ça arrive. Et ensuite, il faut le reconstruire. Et donc l'idée, c'était d'avoir un modèle plastique avant pour avoir tous les supports, les petits os du nez, pour pouvoir greffer au-dessus. Donc ça paraît très simple, mais à partir d'un scanner ancien, reconstruire les os du nez pour pouvoir avoir un support squelettique à des greffes de peau, à de la chirurgie, etc. etc. C'est des exemples concrets, mais il y en a peu, parce que c'est assez difficile, c'est des cas vraiment spécifiques. Je pense à un dossier très médiatisé que Tanguy doit connaître. C'est un enfant qui avait une malformation de la colonne très sévère, qui avait besoin de mettre en place beaucoup d'appareillage, comme il a montré, avec plein de vis, plein de barres en fer partout sur les vertèbres. Et l'équipe chirurgicale, c'est Amiens, je crois, avait besoin de s'entraîner avant, parce que c'était un geste vraiment très technique. Donc ils ont pris de l'imagerie osseuse de l'enfant. Ils ont construit, effectivement, par impression 3D, reconstruit toutes les vertèbres, l'os du bassin, et sont entraînés pour mettre exactement les vis, etc., tout ce qu'ils devaient mettre auparavant, pour le jour J, être vraiment parés et savoir exactement comment ils allaient faire. Donc ils ont couplé ça à du repérage spécifique, mais comme tu nous l'as montré, et voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On a, par exemple, nous, en chirurgie, dans le service, on a une équipe, dont Jean-Pierre Richet, qui s'occupe de chirurgie du foie. Le foie, c'est un gros organe, voilà, comme un foie de veau. Hein, c'est exactement la même chose. Hein. Vous savez, on n'est pas très spécifique. Hein. On a vraiment, quand vous prenez un foie, le nôtre est peut-être un peu plus gros, mais il a la même couleur, il y a les mêmes tuyaux à l'intérieur, ça a la même texture. Et malheureusement, dans ce foie, il y a beaucoup de sang qui arrive. Vous savez, peut y avoir des cancers du foie ou des métastases de cancer dans le foie. Et parfois, il faut enlever des morceaux de foie. Eh ben, on peut imaginer, le foie, c'est un organe pour lequel on peut faire assez facilement de l'imagerie, du scanner, des IRM, enfin des images très très précises, des rapports d'une boule qui serait une tumeur ou un cancer, par rapport aux grosses artères et aux grosses veines qu'il y a autour. Eh bien, l'intérêt de la reconstruction, ce serait de pouvoir refaire effectivement cette masse hépatique, ce foie en impression, et pouvoir répéter l'intervention avant. Voire en paire opératoire, pouvoir avoir des repères pour se guider dans le foie du patient. Donc, c'est des choses qu'on invente au fur et à mesure. Et on est en plein travail là-dessus, pour tout vous dire. Donc, Antoine Julienne est en train de former tous nos jeunes à l'impression 3D. Parce qu'effectivement, dans chaque spécialité, on a trouvé des applications pour cette impression. C'est quelque chose dont il est déjà venu parler ici. On pourra vous en reparler un peu plus tard, quand on aura vraiment appliqué au quotidien ces choses-là. C'est une voie d'avenir assez intéressante. Et c'est vrai qu'on voit l'objet en impression 3D, l'objet en dur finalement. Mais là, dans l'exemple du foie, du coup, c'est un matériau souple, c'est un matériau différent. On peut faire plein de choses maintenant en impression 3D. Alors. C'est un peu compliqué parce que les densités de plastique il nous faut plusieurs densités de plastique, des plastiques durs, des plastiques mous, des moins mous, des plus mous. C'est un petit peu la difficulté. C'est là où les choses deviennent très difficiles. Mais voilà, on a quelques scientifiques qui travaillent, donc c'est assez intéressant. Et on va les embêter encore beaucoup à ce sujet-là. C'est vrai, c'est un axe de travail peut-être de collaboration, justement, c'est l'impression 3D et les matériaux qui doivent être plus ou moins souples et en plus qui doivent être plus ou moins
comment on dit, qu'on puisse utiliser dans un cadre médical aussi, quoi. Voilà, compatible, oui. Compatible, voilà, biocompatible, exactement. Alors nous, on ne travaille pas encore sur l'impression d'organes pour simuler. Il y a des sociétés ou des laboratoires qui arrivent déjà à imprimer des matériaux souples. Alors nous, on essaye. Je sais qu'il y a François Zau, notamment, qui est dans la salle, qui essaie de faire des choses en impression. C'est un de nos doctorants qui travaille avec nous. Et d'ailleurs, son sujet de thèse, c'est aussi de travailler sur plutôt de l'impression 3D d'implants. Donc c'est toujours dans la même thématique avec nos collègues orthopédistes. On travaille sur l'impression 3D d'implants personnalisés pour pouvoir vraiment adapter. C'est ça qui est formidable avec l'impression 3D, c'est qu'on va pouvoir adapter la géométrie à la géométrie du patient. Et, quand vous parlez d'implant, ça peut être quoi? Une prothèse interne, en fait, que le chirurgien va venir positionner entre deux segments osseux. Alors là, on peut reprendre l'exemple de la colonne vertébrale. Lorsque le chirurgien va venir remplacer un disque, Tanguy le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais on peut redonner de la hauteur correctement entre les deux vertèbres grâce à un implant, à une prothèse. Et cet implant, dans l'idéal, ça serait bien qu'il soit adapté à la morphologie du patient. Donc c'est vrai que l'impression 3D peut apporter beaucoup de choses là-dessus. Et il y a, donc on a la chance d'être supporté par la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie au passage, sur nos activités de recherche justement sur l'impression 3D pour cette thématique et pour une autre qu'on a au sein du laboratoire, qui est de pouvoir développer des méthodes d'impression de tissus osseux biocompatibles, comme on l'évoquait tout à l'heure. Sur la base d'impression céramique, par exemple, pour reconstruire le tissu osseux. Alors, on est plutôt sur le dur pour l'instant, nous. Mais bien sûr, les questions sont posées. Donc, on va essayer d'y répondre d'ici quelques années. Mais on travaille sur l'impression 3D, mais plutôt pour combler des déficits osseux pour l'instant. C'est vrai que le côté biocompatible, c'est important aussi pour éviter peut-être des phénomènes de rejet ou d'infection. C'est ça, j'imagine, l'idée. Exactement, oui, bien sûr. Je ne sais pas Tanguy. Ouais. On a la chance, en fait, en orthopédie, d'avoir de nombreux matériaux déjà connus et biocompatibles. Et en plus, ces matériaux sont potentiellement imprimables. Donc, en fait, notamment, François Zau, une des thèses, travaille sur de l'impression de titane. C'est un exemple, mais il pourrait également imprimer en pic. Donc, c'est un matériau plastique qui est compatible avec le corps humain. Et le titane et le pic sont déjà, en fait, des matériaux utilisés pour faire des implants de chirurgie orthopédique. Donc, en fait, il y a déjà les marquages, les homologations. Le côté innovant ne vient pas du matériau, il vient simplement du fait de l'imprimer, personnalisé, sur mesure, à la géométrie du patient. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple un grand bûcheron canadien et si vous prenez une danseuse de l'opéra, vous voyez bien qu'ils n'ont pas du tout la même physionomie. Et donc nécessairement, en fait, le gabarit en fait, des pièces nécessaires à changer n'est pas la même. Et donc on peut imaginer que l'intérêt de l'impression 3D, ça serait de personnaliser chaque implant pour chaque patient, du moins dans les chirurgies complexes. En fait, c'est une voie d'avenir, mais c'est une voie déjà existante. C'est ça ce que j'aimerais juste préciser. C'est-à-dire qu'en chirurgie orthopédique au CHU de Poitiers, on se sert déjà de guides de coupe sur mesure pour certaines prothèses de genoux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement les guides pour utiliser la perceuse ou pour utiliser la scie, mais ils ont été faits sur mesure, stérilisés, utilisés pour les patients. C'est quelque chose qui est déjà concret. Et des implants sur mesure sont déjà utilisés en fait, pour remplacer des parties osseuses ou par exemple pour des arthrodèses rachidiennes. En fait, c'est déjà quelque chose qui est concret, mais il reste un pan d'avenir, mais c'est déjà quelque chose qui est utilisé au CHU. C'est top. Financièrement, c'est quelque chose qui est possible. Donc, pour chaque patient, on individualise pour chacun son... Bon, je pense que je parle fort. Non, enfin, ça paraît très idéal, hein, bien sûr, hein, puisque chaque individu est différent, mais moi, c'est le côté financier. Je me dis, en fait, c'est pas un des freins, je veux dire. Non, même parfois au contraire. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément un frein. D'ailleurs, en fait, là, nous en orthopédie, si on les utilise, c'est que des industriels les commercialisent. Et en fait, en France, la sécurité sociale en fait met des prix pour des implants donnés. Donc, c'est-à-dire que une cage sur mesure en 3D ou une cage standard a un tarif fixé par la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire que si les industries acceptent de le faire, c'est bien qu'ils arrivent à les vendre à des prix où ils arrivent à vivre avec. Le coût n'est pas, on va dire, le surcoût ne serait de toute façon pas pris ni par le patient, ni par l'établissement, ni par la société. Vous voyez, l'industrie y trouve son bénéfice. Donc je pense que le surcoût est totalement acceptable. Oui. Le bénéfice pour le patient est quand même important. C'est ça qui est intéressant. Prenez un domaine dont on ne maîtrise pas forcément les choses, ni les uns ni les autres, la chirurgie vasculaire. Prenez
l'aorte, un gros tuyau qui part du cœur, qui emmène le sang partout. Donc c'est un gros tuyau. Malheureusement, des fois, ce tuyau est défaillant, puisqu'on peut avoir des anévrismes de l'aorte. Donc c'est comme sur une chambre à air avec une bosse. Finalement, c'est ça, un anévrisme. Et nos collègues vasculaires vont pouvoir glisser dans l'aorte un ressort, une endoprothèse, ça s'appelle comme ça, un ressort qui va permettre de fermer cet anévrisme sans avoir à opérer les patients. Ça, c'est des choses qui se font au quotidien. La chirurgie vasculaire, nos collègues font ça depuis très longtemps, et ils font ça sur mesure. Donc le ressort qui va être glissé dans l'artère est vraiment fait et adapté à la morphologie de l'aorte du patient. Ça veut dire que s'il y a une petite artère à côté qu'il faut conserver, qui va vasculariser un organe un peu important comme le rein, eh bien dans la prothèse, ils vont pouvoir faire un petit trou ou la prolonger un peu pour qu'elle aille dans l'artère qui va vers le rein. Donc effectivement, c'est intéressant parce que le bénéfice patient est important, ça limite les complications, plutôt qu'une prothèse vraiment standardisée qui sera la même pour tout le monde et qui ne sera pas adaptée. Et on sait qu'au bout d'un moment, si elle n'est pas adaptée, il y aura des complications potentielles. Donc finalement, un coût important pour la société, qui vaut mieux peut-être au départ dépenser un petit peu plus, mais avoir quelque chose qui soit personnalisé, avec un bénéfice secondaire vraiment important pour les patients. Donc je pense que le bénéfice étant vraiment beaucoup plus intéressant, en ce cas-là, ça vaut le coup de faire les choses bien au départ. Ça vous fait rêver, hein, parce que quand même, quand on voit comment est traité l'hôpital, la médecine actuellement, on n'a pas une impression que dans le but d'améliorer la réussite, la Sécu ou l'État travaille pour le bien-être et enfin, comment vous dire, que la prévention, moi je ne trouve pas que la prévention soit tant mise en avant, et c'est tant mieux, hein, si vous pensez que ça va se faire. Moi je trouve ça super. La prévention, mais c'est pas la démarche tellement qu'on voit partout. Hein. Ça c'est très différent parce que là nous sommes ni dans la prévention, on est vraiment dans de la recherche pure. C'est très différent. La prévention, effectivement, on n'est pas les meilleurs pour la prévention. Cependant, restons chauvins. Je vois M. Marais, mais nous avons à Poitiers un élément unique en France qui s'appelle la Villa Santé. Vous savez, nous, en bon gaulois, on va chez le docteur quand on est malade. Si on était un petit peu moins gaulois, peut-être, on irait chez le docteur pour faire de la prévention. Autrement dit, quand on n'est pas malade. Et là, on pourrait faire de la prévention. C'est des habitudes qu'il va falloir prendre. Voilà. C'est des choses qu'il va falloir changer. Donc, effectivement, à Poitiers, on a la chance d'avoir la Villa Santé. C'est une maison dédiée à la santé, dédiée à la prévention, et à un domaine, un gros mot peut-être qui va vous sembler bizarre, qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, qui marche très bien. L'éducation thérapeutique, c'est apprendre, on va faire simple, apprendre aux gens à vivre avec des problèmes. Par exemple, prenez un patient qui a du diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique qu'on va devoir traiter toute sa vie. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre lorsqu'on a un diabète. Eh bien, on peut bénéficier d'ateliers à la Villa Santé pour acquérir plein de nouvelles compétences pour gérer mieux son diabète. Prenez par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Je suis bavard. Un enfant asthmatique. Ça fout la trouille à tout le monde dans une famille. Eh ben, vous pouvez peut-être bénéficier, par exemple, d'un atelier, c'est comment apprendre à faire la valise quand on part en vacances avec un enfant asthmatique sévère. Ça paraît tout bête, mais ça change la vie des gens. Ça les sécurise, ça les rassure, et c'est tout ça l'éducation thérapeutique. Ça fait partie de la prévention, ça c'est intéressant. Donc c'est des choses qui se développent. Chez nous, c'est toujours un peu plus difficile. Effectivement, les budgets sont jamais proportionnés à ce qu'on aimerait, mais vous voyez déjà... à Poitiers, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Donc, si vous ne connaissez pas la Villa Santé, je fais de la promo à fond. Hein. Si vous ne connaissez pas la Villa Santé, allez sur le site du CHU et allez visiter la Villa Santé. Vous avez vu ? Ça, c'est dit. Voilà. Top. Vous aviez une question ? C'était juste une remarque. Je voulais revenir sur la remarque de la dame tout à l'heure sur les coûts de santé et le coût des impressions 3D des produits. Les chirurgiens utilisent des implants qui sont pour certaines indications très petits, où il y a des usinages complexes avec des méthodes d'usinage traditionnelles. Donc ça fait des pièces qui coûtent cher pour les laboratoires, ils font donc coûter cher pour la sécurité sociale. Et en utilisant des techniques d'impression 3D qui peuvent travailler la nuit dans les entreprises, etc., et permettre la réalisation de ces pièces avec des formes complexes, on va pouvoir avoir un gain
pour le patient, pour le personnel médical et aussi pour les laboratoires et les frais de santé. Donc voilà, la technologie peut permettre de pallier à certains problèmes de ce type en termes de frais de santé. Très bien. Moi, ce qui m'a... Comment vous dire ? Vous avez parlé du don du corps. Ben, je peux vous dire que bon, je ne suis pas tout à fait jeune, peut-être pas tout à fait vieille, j'en sais rien, mais on en entend très, très peu parler. Hein. Les gens savent... On ne sait pas trop, et on ne sait pas trop à quoi ça sert, et on sait... Et c'est... Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas quelque chose... Voilà, je ne sais pas si les gens... Ils savent peut-être un peu, mais... je trouve Est-ce que tout le monde peut... Et moi, je savais pas justement, est-ce qu'il y a des choses, contre... C'est assez peu médiatisé. Alors, pour tout vous dire, on ne fait pas spécialement de la pub. C'est pas comme ça. Ça ferait quand même un petit peu, voilà. C'est pas. Mais la promotion, pour trouver un mot plus juste, la promotion du don du corps. Alors, je vais vous dire ça. À la Toussaint, en général, j'ai droit à ma petite interview, parfois à France 3. Voilà, mais en direct de la pierre levée, c'est ça ? En direct de la pierre levée, voilà. Parce que je vous ai pas tout dit, mais effectivement, les dons du corps, donc c'est organisé à la faculté, au centre de dons du corps, et on a une tombe au cimetière de la pierre levée, et on a toutes nos urnes, puisque les corps sont incinérés. D'accord, et déposé au cimetière de la pierre levée. Donc tous les ans à la Toussaint, on a une cérémonie, quelques jours avant la Toussaint, et puis on fait la mailing list de toutes les familles de donateurs, et on a en général, je suis toujours surpris moi, il y a toujours beaucoup de monde. On fait une petite cérémonie, ça permet de faire une photo, on a un petit article dans le journal, voilà. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez confidentiel, le don du corps, mais voilà, on reçoit quand même quelques donateurs, bien sûr, qui nous permettent de travailler avec les collègues. Une soixantaine, c'est ça le chiffre ? Entre 50 et 60 par an, oui. C'est suffisant pour tous les étudiants Ben non. Parce que c'est sécurisant pour ceux qui sont vivants, hein, qui s'est manipulé un petit peu avant. Hein. C'est sûr. Je ne sais pas, dans la présentation, c'est ça qui est intéressant. Je vais vous dire ce qu'on disait il y a quelque temps. Il y avait un magnifique article dans un grand journal de chirurgie qui disait « Il vaut mieux être le premier passager d'un pilote que le premier patient d'un chirurgien. » Il faut faire changer ça. Voilà. Quand on réalise ce que ça apporte, bon, ça peut faire voir un petit peu les choses différemment et avancer vers quelque chose. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, c'est une réflexion. On va faire une conférence ? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, moi, ça ne me choque pas. Hein. Vous le disiez quand même tout à l'heure, c'est jamais la première fois sur le patient. Hein. Donc c'est pas... C'est un dogme. Jamais la première fois sur le patient. Concernant juste la perceuse à colonne qui est développée actuellement au sein de B', qu'est-ce qui... On l'a vu, elle fonctionne. Qu'est-ce qui manque maintenant ? C'est quoi la prochaine étape avant qu'elle soit utilisée au CHU de Poitiers ? Il y a quand même encore de nombreuses étapes. Donc la première, c'est de bénéficier du don du corps. Vous avez vu, pour l'instant, en fait, on n'a que percé des os synthétiques, parce que de la même façon, pour respecter en fait le don du corps, en fait, on ne passe sur des sujets anatomiques uniquement que quand la manip est totalement aboutie. Donc en fait, on voulait attendre que le robot soit vraiment fonctionnel déjà sur des pièces synthétiques. On passera d'abord sur des sujets anatomiques, on vérifiera le positionnement des implants, la fiabilité, et puis ensuite il y aura tout un process éventuellement de marquage, de normes qui sera respecté. Donc on est quand même malgré tout loin de pouvoir l'utiliser au CHU de Poitiers, mais on espère peut-être dans le futur. Ouais. On est plus proche en tout cas de l'utilisation sur un modèle anatomique à l'ABS, quoi, finalement. Ça, ça peut se faire assez rapidement. Ouais. Ouais, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Parce que moi, j'en ai plus. Hein. Et ben, je vous propose qu'on arrête là, alors. Éventuellement, voilà, les trois experts du soir. Oui. Allez-y. Approchez bien le micro. Ouais. Bon, c'est du vécu. Je n'invente pas. C'est dans le cadre de la mucoviscidose, abominable maladie, etc. Donc,
la greffe intéressante, c'est cœur-poumon. Ça fait beaucoup en même temps, bien sûr. Or, on y arrive. On a une petite série, mais de jeunes qui ont pu être greffés. Voilà. Après, pour mettre un petit peu de sourire à ça, à l'atmosphère, après, c'est pas évident d'avoir les poumons de quelqu'un d'autre, me disait la jeune fille greffée que je suivais depuis longtemps. D'accord ? C'est pas évident, je respire avec. Ou alors c'est son cœur, mais quand est-ce qu'il sera le mien ? Voilà. Bon, réflexion, avec humour, hein, mais c'est quelque chose de fantastique, Bah oui. quelquefois. Merci. Mais différence entre don d'organes et don du corps, là, hein, j'ai l'impression, c'est ça. Hein. C'est très différent. Parce que là, les organes fonctionnent encore dans ce cas-là. Bien sûr, ils sont transplantés. C'est très très différent, ça n'a rien à voir. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes tous potentiellement donneurs d'organes. Voilà, je ne nous le souhaite pas, mais nous sommes tous potentiellement donneurs d'organes, alors que le don du corps, c'est vraiment une décision personnelle qui vous appartient, qui nous appartient, et qu'on doit... C'est une démarche à faire. Voilà, c'est très différent. Et je repensais pour finir à une chose que me disait Dr Julienne sur juste l'impression d'organes, la création d'organes. On en est loin encore aujourd'hui, justement pour compenser le manque de dons d'organes, l'impression d'organes dans des matériaux, voilà. Pour l'instant, on sait pas, on en est loin. On ne sait pas parce que pour l'instant, on arrive à reproduire des formes. C'est pour ça que le modèle, j'allais dire orthopédique, l'os est une structure assez résistante, assez solide, qu'on peut matérialiser, on peut faire des jumeaux numériques assez facilement. Le problème, c'est que prenons un organe qui est greffé au quotidien, c'est un rein. Un rein, ça a une forme de haricot. Ça, on peut en faire un haricot en plastique, pas de souci. Seulement la fonction à l'intérieur, là, c'est pas possible. Oui, non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas assez malin. Un jour, sûrement. Et je crois qu'il y a encore une question dans la salle. Oui, du coup, j'ai une question. C'est par rapport aux jumeaux numériques. Je voulais savoir, est-ce que ça servait aussi pour l'établissement des protocoles post-chirurgicaux ? Est-ce qu'on les utilisait pour faire évoluer, par exemple, la prise en charge après la chirurgie, par rapport à la rééducation, les indications qu'on peut donner aux kinésithérapeutes qui travaillent avec les patients? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, en fait, il y a juste dans la question, en fait, c'est le temps du verbe qui va compter. Parce que, est-ce que c'est le but de les utiliser? Oui. Est-ce que dans la pratique courante, maintenant, on les utilise? Non, pas encore, en fait, parce qu'on est dans cette phase de validation. Donc, en fait, actuellement, on refait le scénario a posteriori pour voir qu'il s'est bien comporté comme on avait prédit, mais on n'ose pas encore prendre la décision a priori basée sur la simulation numérique. Donc en fait, le but, c'est dans un futur proche de pouvoir dire pour chaque personne, vous pouvez reprendre l'appui dans tant de semaines parce qu'on a simulé la consolidation, mais on n'en est pas encore exactement à cette validation. Donc pour l'instant, en fait, on se contente de regarder, oui, ça s'est bien passé comme on avait prédit, mais ça n'influence pas encore la décision médicale. Oui, merci pour cette question. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose par rapport à ce que vient de dire Tanguy. C'est que dans nos modèles, il faut qu'on prenne en considération le remodelage osseux. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Hein. Et on est dans la courbe d'apprentissage, ce que vient d'être évoqué par M. Vendeur. Et on est aussi dans l'apprentissage de la prise en compte de ce remodelage osseux dans nos scénarios de simulation. Et là, pour ça, on a besoin d'avoir des retours d'imagerie à plusieurs termes après le bloc opératoire. Moi, ce qu'on a présenté jusqu'à présent, c'était juste après le bloc opératoire. Mais on a besoin d'avoir aussi ces mêmes scénarios à plusieurs temps après le bloc opératoire. Et après, c'est l'histoire du temps, effectivement, hein, de la formulation, on sera peut-être capable de pouvoir le faire. Ouais. Du coup, ça dépasse tout ce qu'on voit en simulation au laboratoire sur des segments anatomiques. Il faut du coup prendre en compte aussi la partie in vivo, la régénération des os, etc. Comment vous faites pour faire ça, voir tout ça? C'est exactement ça, c'est ce qu'on essaie de prendre en considération. Il y a des modèles qui ont été développés sur le remodelage osseux avec des comparaisons qui ont été faites sur des substituts osseux qui ont été mis dans des bioréacteurs.
Et donc, encore une fois, on est passé sur des petits échantillons modèles qu'on a observés expérimentalement. Et après, il y a des lois de consolidation, de repousse osseuse qui existent. Et tous les petits éléments que j'ai montrés tout à l'heure, eh bien, on va bien en rajouter autour du foyer de fracture. Et on va leur mettre des coefficients mécaniques qui vont être faibles au départ et qui vont petit à petit évoluer avec cette loi de comportement de remodelage. Voilà, donc là, il y a quelques laboratoires qui proposent ça, des laboratoires de recherche. Et nous, à Poitiers, on est sur ce travail aussi d'implantation dans nos modèles. Ben voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous propose une petite remarque. Ben, allez-y. Juste une petite remarque. J'ai pas assisté malheureusement au début de la conférence, mais je voulais rajouter un petit point. Vous avez beaucoup insisté dans votre présentation sur la formation des jeunes professionnels de santé. Ce que je voulais apporter comme remarque, c'est que pour faire tous ces travaux que vous faites tous ensemble, il y a besoin aussi de formation pour les jeunes du côté mécanique. On pense tous que la mécanique, c'est de la mécanique automobile ou de la mécanique de l'aviation ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ces expériences et ces collaborations entre le CHU, l'université, les laboratoires, font que on a toujours un besoin de mécaniciens, de jeunes mécaniciens, pour appuyer le corps médical dans ses recherches, dans ses idées folles et ses développements. Donc voilà, c'est en faisant ce genre de présentation aussi qu'on va dynamiser le métier de mécanicien et donner des envies à des jeunes mécaniciens. Et c'est un beau travail que vous faites tous ensemble. Vous êtes plutôt du côté Péprime ou du côté fac de médecine, vous alors? Plutôt côté industriel. D'accord. Je voudrais remercier cette intervention. Donc merci M. Rémaudière, qui fait partie en fait, de mes anciens étudiants, et qui, grâce à un profil comme le sien, grâce à son parcours finalement, ils étaient quelques-uns à l'époque, il y a M. Aubert aussi qui est au fond de la salle, il n'y avait pas de parcours biomécanique à l'université il y a quelques années. Et grâce à eux, finalement, nous, le corps enseignant, au niveau de mécanique, je suis enseignant en mécanique, responsable d'un master, eh bien, on a pu mettre en place un parcours qui s'appelle ingénierie biomécanique, donc qui répond complètement à ce besoin-là, et qui effectivement répond aux besoins industriels et cliniques actuels. Et grâce à cela, donc grâce à ces parcours-là, à ces profils d'étudiants, on a pu mettre en place ce parcours ingénieur biomécanique. Il n'y a pas beaucoup de parcours comme ça encore en France, quoi. Donc on a la chance de l'avoir à Poitiers. Très bien. Donc ça aussi, c'est une publicité à faire. Merci pour cette intervention aussi. Eh bien voilà, s'il n'y a plus d'intervention dans la salle, ouais, on peut applaudir. Moi, je suis bien sûr. Merci à vous trois pour cet éclairage. En tout cas, c'était passionnant. Merci à tous d'être venus. Le prochain rendez-vous, c'est le 12 avril. C'est un mardi. Là, ça va déstabiliser tout le monde parce que c'est un jeudi depuis 129 numéros. Alors, bon. Mais là, du coup, 130e, ce sera un mardi. Le 12 avril à 18h30. Et le thème, ce sera la rééducation après un traumatisme crânien. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc, ce sera le thème, la rééducation, traumatisme crânien. Bonne soirée à vous.